Bonjour à tous, je suis Céline Legendre, en charge des solutions marketing pour la direction commerciale sud-ouest de La Poste Solutions Business et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'impact de l'intelligence artificielle sur la présence des marques sur les moteurs de recherche. Alors certes, aujourd'hui, les LLM ne génèrent qu'environ 1% du trafic global. Alors on va aller jusqu'à 1,2% pour les sites les plus connus. C'est une part infime du search, certes, mais qui a été multipliée par 26 en un an. Comme le prophétisait Sam Altman le 9 septembre dernier lors d'une conférence, s'il reste sur sa trajectoire actuelle, ChatGPT deviendra le plus gros site web du monde. Alors, c'est le reflet d'une ambition, mais surtout d'une tendance. ChatGPT revendique aujourd'hui 700 millions d'utilisateurs, c'est 4 fois plus que l'année dernière, et c'est le développement technologique le plus rapide de l'histoire. Je lisais la semaine dernière dans un article du Monde que d'après une étude réalisée en mai par la plateforme financière Adyen, plus d'un tiers des consommateurs font déjà appel à l'IA pour faciliter leurs achats et ça monte à 57% chez les jeunes. Certains vont demander à ChatGPT de dénicher des codes promo, d'autres de rechercher le meilleur tarif ou de présenter un comparatif des offres. C'est pour cela que penser la visibilité de sa marque dans les LLM dès maintenant, c'est être présent quand l'usage des chatbots IA sera la coutume. Et pour vous accompagner dans cette réflexion, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Léa Petrali, qui dirige le pôle Content de notre filiale Cybercité. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons à l'issue de l'intervention de Léa. Et en attendant, Léa, nous t'écoutons. Peux-tu nous dire qui tu es et quelle est ta mission au sein du pôle Content de Cybercité? Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc Léa, donc effectivement, je suis Head of Content Marketing donc chez Cybercité depuis 7 ans maintenant. Et aujourd'hui, je me présente à vous en tant que même Head of Black Pepper. Donc Cybercité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence de marketing digital spécialisée donc, dans le référencement SEO et SIA. Et Black Pepper, c'est sa petite sœur qui est sortie il y a quelques mois seulement. Donc peut-être que vous avez vu passer la news sur LinkedIn ou dans la presse. Et c'est l'agence Content Marketing de Cybercité, donc spécialisée dans tout ce qui va être stratégie de contenu pour nos clients. Et donc sur la slide suivante, on voit très bien d'ailleurs comment est organisée Cybercité. On est multi-expertise. On a un pôle SEO, un pôle SIA et médias et un pôle data. Et donc ça fait 26 ans que Cybercité existe et ça fait 26 ans qu'on a notre pôle content marketing. Donc en soi, on n'est pas nouveau dans le content marketing. Par contre, et c'est tout le sujet d'aujourd'hui, on a énormément d'usages qui changent. On a les LLM qui bousculent tout le marché. Et donc, la dynamique et finalement les règles du jeu évoluent. Et le content, le contenu est au cœur de ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer Black Pepper. L'idée, c'est d'aller encore plus loin avec nos clients sur leur stratégie de contenu, raisonner autrement et surtout avoir un autre objectif, être présent à la fois dans les moteurs de recherche classiques, Google, Bing, Yahoo, et être présent dans les LLM, ChatGPT, Perplexity, etc. De notre côté, donc, on travaille avec énormément de clients différents. On a vraiment toutes les typologies, que ce soit des petites entreprises, des grands groupes ou des PME. On a tous les secteurs d'activité, hein, vraiment pour le coup, que ce soit santé, finance, retail et aussi beaucoup plus niche. Hein. On travaille aussi avec dans tout ce qui est œnologie. Donc voilà, on a énormément un large panel en tout cas de clients. Et le sujet du jour, c'est évidemment l'IA. C'est pour ça que vous êtes là. Et chez Cybercité, on aime bien dire qu'on est une agence IA native. Alors je dis on, mais en réalité, moi, j'aime pas dire ça parce que je trouve que ça veut rien dire. Là, IA, c'est très générique et en soi, on parle d'IA générative. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que quand ChatGPT est sorti au grand public, on s'est emparé du sujet. Et aujourd'hui, on compte plus de 6000 heures de formation, de tests, de prompt engineering sur les LLM. LLM au sens large parce qu'il n'existe pas que ChatGPT, bien évidemment. Et donc, on a un laboratoire IA qui est piloté par David Bonamour, qui est un des cofondateurs de Cybercité, et que je vous invite d'ailleurs à suivre sur LinkedIn parce qu'il est plein de bons conseils, et qui est composé du coup de 6 autres personnes qui sont experts IA aujourd'hui.
et qui nous ont aidés notamment à développer des outils boostés à l'IA qui nous permettent de booster déjà notre créativité et puis d'aller plus loin dans nos stratégies. Je vais vous en présenter un tout à l'heure. Et voilà, donc si le sujet vous intéresse, on communique beaucoup dessus, hein. On a des formations, on a un magazine dédié à l'IA, on fait des workshops, on a des podcasts, bref, tout est là. Et si ça vous intéresse, tout est sur le site. Voilà pour moi. Alors, je disais en introduction que le développement des usages de l'IA était exponentiel. Est-ce qu'on doit pour autant se dire, bon, j'arrête de prioriser mon positionnement sur Google et je mise tout sur les LLM? Est-ce que le développement de l'IA implique de modifier radicalement ses façons de faire? Et à suspense, est-ce que tu vas nous annoncer la fin du SEO? Alors non, je ne vous annoncerai pas la fin du SEO. On entend beaucoup en ce moment, hein, de débats sur effectivement confronter le SEO au GEO. Alors GEO pour Generative Engine Optimization ou AIO, Artificial Intelligence Optimization. C'est la même chose. Et non, donc sur la slide précédente, comme je le montre là, bah, en fait, souvent on entend chaque année en réalité, hein, c'est la fin du SEO, le SEO est mort. Non, le SEO ne meurt pas. C'est bien, avec le SEO, il peut ressusciter chaque année. Et en réalité, bah, là, il y a quand même un changement qu'on n'a pas connu jusqu'à présent et qui peut faire douter. Parce que quand on regarde de près, effectivement, sur les sites, hein, parce qu'on regarde ce qui se passe un peu en termes de perf, normalement, on observe à peu près chez la majorité des sites cette tendance-là. C'est-à-dire qu'on a des audiences qui sont en baisse, notamment du trafic SEO que vous pouvez voir là avec une petite flèche rouge et qui indique moins 58%. Donc ça, c'est un exemple d'un site que j'ai pris qui reflète assez bien la réalité actuellement, c'est que effectivement, de plus en plus d'éditeurs voient leur trafic SEO baisser et, à contrario, voient leur trafic IA en hausse. Alors, en hausse, certes, mais sur des volumes qui sont ultra faibles. Là, notamment sur la capture d'écran, hein, on voit bien qu'en réalité, on parle de 20 sessions max par mois, donc c'est pas énorme. Et ce trafic-là, IA, il est surtout généré par ChatGPT. On le voit sur le côté, la répartition des sessions par outil IA. Donc ChatGPT qui a encore le monopole en soi parce qu'il il génère 93% du trafic. Pareil, je le rappelle, 93% de 20 sessions, on n'est pas non plus, c'est pas la folie. Et puis après, on a du Gemini, Gemini de Google, du coup, Copilot de Bing et puis Perplexity, qui est d'ailleurs en hausse et qui est un outil qu'on apprécie tout particulièrement chez Cybercité. Donc effectivement, la question se pose, mais quand on regarde un peu plus, de façon un peu plus globale, hein, qu'on prend un peu de recul et qu'on regarde plus son propre nombril et son propre site, on se rend compte qu'en réalité, c'est pas si dramatique et qu'il n'y a pas un remplacement. C'est-à-dire que ChatGPT ne remplace pas Google. Euh, Là, il y a une étude de SEMrush, donc SEMrush, outil d'analyse très connu, qui a mené une étude ultra intéressante qui montre que finalement, l'usage et l'arrivée des LLM, donc notamment de ChatGPT, a amplifié les recherches sur Google. Donc, ce qu'il faut lire là sur le screenshot donc à gauche, c'est que finalement, avant ChatGPT, les utilisateurs faisaient en moyenne 10,5 sessions. Donc, sessions, c'est requêtes sur Google par semaine. Et après l'arrivée de ChatGPT, ils faisaient 5 recherches sur ChatGPT et 12,6 recherches par semaine sur Google. Donc en fait, finalement, ça a ajouté des questions et les internautes utilisent ChatGPT, mais ensuite vont finalement enrichir leurs connaissances sur Google. Et c'est ce qu'on voit pareil, hein, sur la tendance finalement par jour sur le graphique de droite où on voit l'arrivée de ChatGPT qui a connu une croissance qui est quand même assez rare dans le milieu, où on a également recensé un léger pic dans Google. Et puis depuis, en fait, ça se stabilise. La croissance en nombre d'utilisateurs de ChatGPT a l'air d'avoir atteint un plafond de verre. Alors, en réalité, je pense pas que ce soit le plafond de verre. Et d'ailleurs, ChatGPT sort plein de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modèles à chaque fois pour justement relancer la machine. Mais il n'y a pas non plus cette croissance faramineuse dont dont tout le monde parle. Donc, il faut quand même garder un peu de recul là-dessus. Et du coup, bah, vous allez me dire, bah, ok, c'est super, mais comment finalement on explique la baisse d'audience que subissent les éditeurs? Parce que c'est aussi une réalité, on le voit chez de plus en plus de marques. Et ça, bah, c'est la faute à Google, tout simplement.
Quand on demande à nos clients leurs concurrents, ils vont nous citer leurs concurrents marché, ils nous citent jamais Google et on leur rappelle à chaque fois que Google est leur principal concurrent. Google, c'est une entreprise hein, comme vous et nous. Son but, c'est la rétention client. Et quand on parle de rétention client chez Google, le but, c'est de garder les utilisateurs sur la page de résultats et faire en sorte qu'ils n'aillent pas consulter vos sites. Donc, Google est votre pire ennemi, tout simplement. Et donc, ça fait longtemps hein, qu'il est dans cette démarche-là. Et il a mis en place donc, les fonctionnalités SERP. SERP, c'est l'acronyme pour page de résultats. Et ces fonctionnalités, normalement, on est tous tombés dessus. Hein. Ça peut être la fameuse position 0, c'est-à-dire un résultat enrichi qui donne directement tout en haut de la page un petit extrait qui répond à la requête. Ça peut être les autres questions posées par les utilisateurs qui, pareil, peuvent développer directement sur la page de résultats, le carrousel image, le knowledge graph à côté. Si vous tapez n'importe quel nom de célébrité, vous allez avoir son âge, sa date de naissance directement dans la page de résultats. Tout ça, évidemment, ça encourage l'internaute à trouver sa réponse tout de suite et puis à partir sans aller sur votre site. Jusque-là, la plupart de ces fonctionnalités citaient quand même, en tout cas, citaient ces sources, on va dire, l'extrait qui était pris. Il y avait quand même le lien vers le domaine. Donc, vous aviez quand même une chance pour que l'internaute soit redirigé vers votre site. De plus en plus, la tendance s'inverse et Google met de moins en moins finalement de liens vers les domaines dans ces features de snippet, donc dans ces fonctionnalités. Ce qui fait que finalement, vous avez de moins en moins de chances d'être cliqué et ça entraîne une baisse d'audience. Et puis Google, il ne s'arrête pas là. Évidemment, vous avez sûrement entendu parler du AI Overview. AI Overview, c'est ni plus ni moins, donc, comme le montre à l'écran donc, dans quelques secondes, c'est tout simplement la fenêtre contextuelle. Google finalement répond grâce à l'IA, donc là pour le coup, grâce à Gemini, hein, qui est l'IA générative de Google, directement à votre réponse. Donc vous tapez votre recherche et là, hop, ça écrit tout seul, tout en haut de la page, vous avez une synthèse, une réponse hein, qui est une synthèse à votre question. Et puis c'est super, vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ça, si vous l'avez encore jamais vu, c'est normal, ce n'est pas encore en France pour des raisons de RGPD, de réglementation. Ça n'est pas encore arrivé en France. On pensait que ça allait arriver l'année dernière, ça n'a pas été le cas. On pensait que ça allait arriver cette année, ce n'est toujours pas le cas. Donc bon, peut-être que l'année prochaine, ce sera le moment. En tout cas, c'est dans plusieurs pays. Et notamment aux États-Unis, où évidemment ça a commencé, et ça fait un petit moment maintenant déjà que c'est en place, et donc on peut avoir du recul et on peut voir ce qui se passe dessus. Et c'est intéressant parce que du coup, donc l'étude montre hein, qu'il y a 47%, donc quasiment la moitié des résultats qui présentent des AI Overview, donc qui présentent une réponse automatique générée via IA à l'internaute. C'est-à-dire que pour la moitié des requêtes, on n'a plus besoin d'aller sur votre site. En tout cas, si la réponse est pertinente. Quand les AI Overview sont activés, ça concerne finalement 90% de requêtes avec une intention informationnelle. On est sur ce qui est de l'ordre, alors généralement des requêtes longue traîne, et ce qui est de l'ordre de l'information et du conseil. Donc là, c'est pareil, ça fait un peu mal pour ceux qui ont notamment des blogs ou pour les médias. Les médias c'est un peu compliqué pour eux en ce moment. Et le pire, et ce qui est finalement assez concret, c'est que les AI Overview, vous voyez là sur le screenshot, ça prend quand même de la place en haut de la page. Et ça, Google peut on va dire l'ajouter, multiplier finalement les fonctionnalités. Il peut ajouter à ça, juste en dessous des AI Overview, une position 0, donc un texte enrichi, etc. Et ça peut occuper jusqu'à 75% de l'espace de visibilité de la première page de résultats. Donc en fait, vous arrivez très loin derrière. L'internaute doit scroller beaucoup pour tomber sur votre résultat et on sait que les internautes scrollent de moins en moins. Donc finalement, votre site est loin derrière la ligne de flottaison et vous êtes plus visible. Donc ça, il faut le garder en tête et c'est aussi ce pourquoi finalement les audiences baissent sans que Google, lui, le ressente, puisqu'on l'a vu, il y a de plus en plus de recherches effectuées dans Google. Et la dernière, voilà, pour finir de vous achever un peu, Google il s'est dit, je vais aussi lancer mon LLM et c'est le Google AI Mode. Google AI Mode, donc c'est ni plus ni moins qu'une interface qui est disponible directement sur Google, toujours aux États-Unis bien sûr, et récemment en Inde. Et du coup, c'est un LLM classique. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, et je pense que c'est le cas, ça fonctionne exactement pareil. Aujourd'hui, il y a 100 millions d'utilisateurs mensuels.
c'est très peu par rapport à ChatGPT, mais on connaît Google, ça va sûrement se démocratiser. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les usages changent énormément parce que pour le coup, là, les utilisateurs vont soumettre des requêtes 2 à 3 fois plus longues qu'en recherche classique. Et donc, on est sur finalement un changement qui s'opère. Et confronter Google au LLM, ça n'a plus trop de sens parce que Google devient exactement la même chose. Et donc, si je comprends ce que tu nous dis, Léa, c'est qu'une bonne stratégie SEO va aider à ce que les contenus travaillés soient identifiés par les IA. Et en gros, mieux je suis placée sur Google et plus j'ai de chances d'être identifiée par les IA, c'est ça? Alors, comment est-ce qu'on doit orienter l'effort aujourd'hui pour rester justement en tête des résultats? Alors, effectivement, il y a, donc, sur la slide suivante, donc, c'était la question du début, hein, est-ce que Géo et SEO sont opposés? Non, parce qu'une bonne stratégie SEO va vous garantir un bon AIO ou Géo, peu importe, donc une bonne visibilité dans les LLM. Il y a cette étude Ahrefs qui est assez parlante, c'est que 76% des pages qui sont citées donc, comme source dans les AI Overview, parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais j'aurai d'autres screenshots après pour que vous puissiez mieux voir, mais les AI Overview vont citer les sources dont ils se sont servis, dont il s'est servi, pardon, pour créer son extrait. Et donc, du coup, là, c'est votre opportunité d'avoir un lien vers votre site ou en tout cas votre marque citée. Et donc, c'est sur 67% des pages qui sont citées dans les AI Overview se classent dans le top 10 Google. Donc, en fait, être bien positionné dans Google, effectivement, ça va vous aider à être bien positionné ou à remonter dans les LLM comme source notamment, puisque principalement quand on parle de visibilité dans les LLM, c'est de la source. Du coup, les efforts se portent, en fait, votre objectif premier, c'est de devenir premier dans l'esprit des internautes. Et là, on va parler objectif top of mind. Et donc, je disais que les usages changeaient, effectivement, tout le monde parle que le parcours utilisateur se complexifie, etc. C'est vrai. Mais si on revient un peu à la base, en fait, et qu'on se repose, le parcours utilisateur, en tout cas le parcours de recherche en ligne, il est assez simple. Il part tout simplement d'une envie ou d'un besoin qui est généré généralement par de la publicité et qui va provoquer une recherche d'information. Là, il y a deux chemins possibles. Je pense que tout le monde est pareil. Soit j'ai un besoin, j'ai une envie, je ne sais pas qui va pouvoir répondre à ce besoin ou cette envie, donc je ne sais pas chez qui, où aller chercher. Donc, je vais taper une requête générique. Je vais taper mon fameux mot-clé optimisé qui va être très générique. Je vais acheter un vélo, je vais taper vélo, voilà, vélo de campagne, peu importe. Là, pour vous, c'est une opportunité de croissance search. C'est votre fameux SEO, c'est là où vous dites, moi, je dois me positionner bien sur des mots-clés qui sont ultra stratégiques sur mon secteur d'activité pour qu'on tombe sur mon site. Effectivement, l'utilisateur, si vous avez bien fait votre travail, ou plutôt si on a bien fait notre travail, va se rendre sur votre site, votre application, peu importe. Et donc là, soit votre site est très bien fait, il trouve directement. Ah, vous m'entendez mal? Parce que je viens de voir le petit. Non, mais ça, je pense qu'on a une connexion qui est pas optimale, c'est pour ça. Mais si c'est intelligible, Léa, t'inquiète pas. Ok, parfait, super. Donc, soit votre site il est très bien fait et donc vous trouvez directement ce que vous cherchez et donc ça mène à la conversion. Soit votre site en termes d'UX, il y a encore des choses à faire, ou alors même en termes d'offres. Et donc l'utilisateur ne trouve pas ce qu'il cherche et donc il retourne dans le process d'information. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va reformuler sa demande. Donc voilà. Donc ça, c'est le chemin, on va dire, qu'on travaille en SEO. L'autre chemin, c'est tout simplement si la personne sait déjà chez qui chercher finalement sa solution, et il va directement taper le nom de la marque ou directement se rendre sur le site ou l'application, il va trouver ce qu'il cherche et il va convertir. Et ce chemin-là, vous vous rendez compte, évidemment, il est bien plus court. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et pourtant, les marques, ces dernières années, elles se sont beaucoup, beaucoup focalisées sur la conquête, donc sur le chemin du dessous, sur le fameux SEO, et ont négligé, que ce soit en termes de budget ou en termes même de stratégie, ce chemin-là qui est de dire on devient top of mind et on s'impose dans l'esprit de l'autre. Donc ça, c'est tout simplement tout ce qui est influence, que ce soit stratégie de notoriété, stratégie effectivement influenceur, etc. Et comment on devient finalement cité partout, tout le temps. Et ces deux choses-là, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que vous pouvez travailler les deux et même en travaillant un, vous allez encenser l'autre.
je m'explique, quand on dit top of mind, on peut aussi être top of mind de Google. Bon, souvent, quand on dit top of mind, c'est les utilisateurs, mais on peut devenir top of mind de Google. Et donc, je prends mon exemple à moi, admettons, moi je me dis, voilà, pour l'été, là j'ai envie d'installer une pergola, etc. Je vais taper, je ne sais pas qui peut répondre à mon besoin, donc je vais taper pergola, mot-clé ultra générique dans Google. Et là, Google va faire quelque chose qui est assez fabuleux, c'est que déjà dans ses Google Suggest, donc dans ses suggestions, il va me proposer plusieurs marques. Il va me proposer Pergola Leroy Merlin, Pergola Brico Dépôt, Pergola Castorama, ok. Dans ses recherches associées, un peu plus bas dans la page, je retrouve Leroy Merlin parce qu'il me le remet ici. Et tout en haut aussi, c'est son système de tag, donc qui est assez nouveau, hein, qui date d'1 an. Dans les images, je retrouve Leroy Merlin. Et donc en fait, Leroy Merlin, grâce à la notoriété qu'ils ont acquis via plein de leviers différents, se sont imposés dans l'esprit des utilisateurs. Donc les utilisateurs tapent généralement Leroy Merlin, ou en tout cas sont satisfaits quand ils tombent sur un résultat Leroy Merlin. Google l'a compris et donc va le proposer naturellement. Ce qui fait que d'une recherche ultra générique, sans même avoir à cliquer sur quelque chose, moi je tombe sur le nom plusieurs fois de Leroy Merlin et je me dis, ok, je vais peut-être aller chez Leroy Merlin. Je suis biaisée comme ça. Donc Google, finalement, c'est un rayonnement de votre marque. Si vous ne travaillez pas finalement cette notoriété-là, il est aveugle et il ne peut pas vous proposer. Et vous voyez à quel point c'est quand même ultra stratégique d'être mentionné comme ça naturellement par Google, puisque finalement, c'est comme de la publicité, hein. C'est comme, pareil, un panneau publicitaire dans la rue. C'est la même chose, sauf que là, c'est naturel. Donc ça, c'est votre objectif finalement. Et pour analyser finalement et comprendre juger, en tout cas évaluer cette notoriété, Google, il utilise un système qui est l'EEAT. Je ne sais pas si vous connaissez l'EEAT, on en entend de plus en plus parler parce que finalement, c'est un concept qui répond à la fois au moteur de recherche classique et au moteur de recherche LLM. C'est une ligne de conduite. EEAT, c'est un acronyme qui tient pour expertise, expérience, autorité et fiabilité. Le T, c'est pour trust en anglais. On le traduit par fiabilité. Et c'est ni plus ni moins que ce que les sites et les éditeurs doivent faire, en tout cas doivent représenter pour être bien compris par Google. Le EAT, c'est comme une surcouche d'évaluation. C'est qu'en fait, Google, il va analyser un corpus de contenu, de signaux off-page, de backlinks, peu importe, qui va être propre à une entité. Je dis bien entité, je ne dis pas forcément site. C'est pas forcément votre site web. Une entité, ça peut être le nom d'une entreprise, ça peut être une organisation, un individu, une personnalité, une localité, un événement, peu importe, une chanson. Donc, il va finalement créer un corpus de signaux et de contenus autour d'une entité et il va l'analyser. C'est assez novateur. Alors, en réalité, ça fait un moment maintenant hein, qu'il fait ça, mais avant, il avait tendance à. Les robots venaient crawler un document de manière ultra isolée. Quand je dis un document, c'est votre page HTML, c'est un PDF, c'est une vidéo, c'est une infographie, peu importe. Mais il venait surtout analyser la technique et puis la pertinence, mais de façon très isolée. Alors que là, le filtre EAT, finalement, il regarde la big picture, hein, il prend du recul et il est capable, grâce à ce corpus de signaux, de donner finalement une note ou en tout cas de donner du crédit, plus ou moins de crédit à une entité sans se lancer dans un crawl à grande échelle d'un site complet. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de SEO, souvent on dit travailler votre site. En réalité, le GEO et le SEO de façon globale, hein, il faut travailler votre marque et pas seulement votre site. Et ça, c'est vraiment une nuance à comprendre. Et c'est ultra important, notamment aujourd'hui, pour les LLM, parce que c'est ce que va faire les LLM. Dans le EAT, le point important, c'est notamment l'autorité. Et l'autorité, c'est finalement pas ce que vous dites sur votre site, c'est ce que les gens disent de vous, de votre marque, en dehors de votre site. C'est comment vous existez en dehors de votre site sur le web. Et c'est comme ça que l'IA va vous choisir, en fait. Quand elle va apporter une réponse, si vous voulez être cité dans la réponse, c'est comme ça qu'elle va vous choisir parce que elle, ses sources, c'est pas forcément votre site. Ses sources, ça va être notamment des classements. Donc tout ce qui est classement top comparatif, vous devez figurer dans ce type de contenu-là. Ça, c'est quelque chose que nous, on fait donc, chez Cybercité et chez Black Pepper notamment. On mène des stratégies de RP digital et on vient placer votre marque dans des comparatifs, dans des classements, sur des médias où on sait finalement qu'il y a une importance en termes de sources pour les LLM. On a également tout ce qui va être expérience, retour d'expérience, influence, donc c'est-à-dire ce que les vrais gens disent de vous. Et donc là, c'est est-ce que vous êtes cité, est-ce qu'on parle de vous dans des vidéos, sur les réseaux sociaux, ça compte aussi, dans un blog par exemple.
sur les forums très très important. Donc tout ce qui va être UGC, User Generated Content, c'est important aussi. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va être contenu contextualisé. Et quand on dit contextualisé, c'est notamment si un média spécialisé dans votre univers vous cite, là, vous gagnez forcément du crédit. Et donc, vous avez plus de chances d'être cité. Donc, avant de parler de ce que vous devez faire, vous, sur votre site, pour bien se positionner, bien remonter dans les LLM, pensez surtout à l'écho de votre marque en dehors de votre site. Et ça passe forcément par les RP, l'influence et le netlinking également. D'accord. Oui, donc en fait, quand on se dit je vais orienter ma création de contenu et produire pour plaire aux IA, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, c'est ça? Alors, juste n'hésitez pas, pardon, à poser vos questions dans le chat à Léa, on y répondra tout à l'heure. Alors, ouais, effectivement, il y a cet enjeu de off-page, hein, donc en dehors de votre site. Et puis, il y a la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est est-ce que comment moi, mes contenus, ils peuvent se positionner directement dans les LLM. Alors, quand on parle de positionner dans les LLM, c'est remonter comme source et être cité. Et ça, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une science? Et là, je vais donner un avis qui est très personnel, mais qui est personnel avec quand même mon expérience terrain. C'est que les contenus geo-friendly ou AIO-friendly, ça n'existe pas du tout. Et j'insiste dessus parce que je vois fleurir un peu partout en ce moment des offres d'agences ou de régies qui vous disent on rédige pour vous un contenu géo-friendly, etc. Et ce qui est super et ce qui est assez smart, hein, c'est qu'en fait, ces contenus-là, ils sont pas si différents que vos contenus habituels. C'est juste qu'ils vont coûter 1,5 fois plus cher que 1,5 fois plus cher qu'un contenu normal. Donc, vous faites juste avoir. Donc, voilà, ne vous faites pas avoir. Les contenus géo-friendly, ça n'existe pas du tout, puisque, en fait, les LLM et les moteurs de recherche classiques, ils fonctionnent tous avec un algorithme qui est franchement similaire. Et ce qui valorise, c'est des contenus qui sont créés pour les utilisateurs avant tout. Donc, c'est des contenus utiles. Et donc, tout ce qui va être bonne pratique pour pour vous positionner dans Google ou dans les moteurs de recherche classiques va être valable également pour les LLM. Pour se positionner dans les LLM, il y a des fondamentaux et ça tombe bien parce que c'est les fondamentaux SEO. Donc là, je vous en ai mis, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est pour moi ceux que je trouve vraiment essentiels. Il y a optimiser les données structurées de la page. Les données structurées, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est des éléments qui vont être que vous pouvez fournir dans le code source de votre contenu. Et ces éléments, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a plein qui existent. Ça peut être, par exemple, la typologie de contenu. Ça peut être la date de publication. Ça peut être l'auteur. Ça peut être plein de choses. Et elles vont faciliter l'extraction d'informations par les crawlers, donc par les moteurs de recherche, peu importe IA ou non. Donc ça, c'est effectivement, ça permet d'avoir une meilleure lisibilité de l'information, de votre contenu par les moteurs. Donc bien les optimiser. Mais ça, si votre agence SEO ne le fait pas, déjà, c'est une mauvaise agence SEO pour le coup parce que c'est ultra essentiel. La deuxième étape, c'est citer des sources fiables et intégrer de la data vérifiée et vérifiable. On en revient finalement au fameux T pour fiabilité. Et donc ça, Google mettait l'accent dessus depuis plusieurs années déjà. Dès qu'on est sur un secteur, que ce soit la santé, la finance, sur du B2B, plus le contenu est sourcé, plus il va être mis en avant. Et donc, pareil, tout ce qui est statistique, études à la fin d'un contenu, un encart référence ou source, ça va donner du crédit à votre page et ça va donner forcément de la fiabilité, donc il va être plus mis en avant. C'est exactement pareil pour les LLM. Ensuite, privilégier des paragraphes qui vont être courts, des phrases simples, qui vont être à la fois actives et des éléments ultra lisibles, donc FAQ, liste à puce, tableau, paragraphe TLDR. TLDR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Too Long Didn't Read. C'est pour les gens qui ont la flemme de lire. Donc, c'est juste un paragraphe qui va synthétiser finalement vos propos, qui peut être au début ou à la fin de votre contenu. Et donc, ça, effectivement, ça facilite la lecture, même par les algorithmes. Et pareil, c'est rien de révolutionnaire, quoi. Enfin, là, je vois énormément d'acteurs qui disent, voilà, votre contenu, on va le rédiger comme ça, en mettant ces choses-là en avant. Je pense que même vous le savez, pour bien se positionner dans les moteurs de recherche classiques, c'est ce qu'on faisait déjà. Donc, voilà, on ne révolutionne rien. Mettre très régulièrement à jour votre contenu.
Ça, c'est important parce qu'effectivement, les LLM vont prioriser la fraîcheur des contenus. Donc un contenu qui va être régulièrement mis à jour avec de la donnée, ça compte. Mais pareil, c'était déjà le cas. On savait déjà donc, que Google favorisait ces contenus-là. Les contenus qui sont présents en top 10, ils sont mis en moyenne à jour tous les 1,31 ans. Voilà. Donc votre stratégie content marketing doit prendre ça en compte, parce qu'à un moment donné, tous les 2 ans, on va dire, il va falloir remettre à jour les contenus qui s'y prêtent. Et enfin, le dernier point, c'est intégrer des avis et des rex clients, tout ce qui va être témoignage, verbatim, vidéo tuto d'utilisation de vos produits ou de vos services. C'est vraiment important, mais ça, pareil, c'était déjà le cas. Et les LLM vont, on va dire, le mettre encore plus en avant parce que les LLM adorent tout ce qui va être UGC, et donc tout ce qui va provenir directement de l'utilisateur. C'est ce qui juge du coup le plus fiable et c'est aussi pour ça qu'ils se reposent beaucoup sur les forums. Donc voilà, donc ça c'est des tips qui finalement ne révolutionnent pas grand-chose. Et au-delà de la façon de rédiger, il y a également la façon de raisonner et la façon d'organiser vos contenus. Et là, on va parler du topic cluster, donc du cocon thématique, donc qui est ni plus ni moins le fait de, à partir d'un sujet, couvrir la thématique de A à Z avec plusieurs contenus qui sont regroupés ensemble via du maillage interne aux petits oignons, donc qui forment une parfaite grappe. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de notre Polar AD avec notre laboratoire IA qui ont développé des outils. C'en est un. On a un outil qui s'appelle Audit de cluster, voilà, qui n'a pas un nom très recherché, mais ça fait le taf. Et donc, en fait, à partir de n'importe quelle requête, par exemple ici cholestérol, eh ben, il va venir chercher plusieurs données utilisateurs, notamment les recherches associées, les people also ask, donc les autres questions posées, et organiser une grappe avec tous les sujets qu'on peut traiter et le nombre d'occurrences où ces questions reviennent. Comme ça, on peut prioriser également les sujets. Bien évidemment, c'est un outil qui est boosté par l'IA. À chaque fois qu'on parle d'IA, il faut savoir qu'on a quand même besoin de jus de cerveau derrière. Hein, donc ça, après, il y a une analyse qui est faite par nos experts, mais qui nous permet du coup d'avoir très rapidement une idée de comment couvrir de A à Z une thématique. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, les marques, elles font cette erreur de nous dire, moi, je vais me positionner sur tel mot-clé parce qu'il a un volume de recherche de 20 000 et c'est super. Et on se focus sur des mots-clés ultra concurrentiels, alors que de plus en plus, ce qui va compter pour Google, ça va vraiment être les mots-clés connexes, ça va être le champ sémantique. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais on va parler maintenant de mots-clés LSI. LSI pour indexation sémantique latente. Clairement, c'est comme au CP quand vous demandez le champ lexical de la liberté. Ben voilà, c'est pareil. C'est tout simplement à quel point votre site va couvrir le champ sémantique autour de votre activité et ça va aider les moteurs de recherche à mieux comprendre votre activité et à mieux vous mettre en avant. Et donc, en faisant ce topic cluster, vous êtes certain finalement de couvrir de façon très très large toute la sémantique autour de votre activité. Et pourquoi c'est ultra important, c'est qu'on savait que ça fonctionnait comme ça sur les moteurs de recherche. Maintenant, on sait aussi que ça fonctionne comme ça sur les LLM, puisqu'il y a une logique de query fan out. Query fan out, ça vous parle absolument pas parce que c'est pas très clair, mais c'est tout simplement le fait que les LLM, à partir de votre question que vous allez leur poser, ils vont non seulement aller chercher la donnée relative à votre question, mais aussi ils vont tester plein d'autres formulations de votre question et aller chercher les réponses aussi à ces autres formulations, à ces autres wordings et à ces autres finalement on va dire, sous-sujets propres à votre question pour pouvoir vous fournir la réponse la plus large possible. Donc en fait, il fonctionne lui aussi en termes de sémantique très large. Donc c'est important de raisonner comme ça puisque finalement, ça va vous permettre de vous positionner de mieux en mieux dans les LLM. Un cas client qui le montre très très bien, pour Valbiotis. Là, pour le coup, donc, Valbiotis sort un nouveau produit, donc complément alimentaire contre les cholestérols. Et donc, donc ils avaient déjà une page produit. On a fait tout un topic cluster de 30 pages autour de cette thématique, donc cholestérol. Et en 3 mois seulement, la page produit, elle a pénétré le top 3 sur la requête complément alimentaire cholestérol. Et puis là, vous voyez les performances à côté hein, qui sont assez impressionnantes, plus 94% de clics. Et dans les LLM, donc ça c'était sur Google, dans les LLM, pareil, on retrouve mon client. Sur la slide suivante, on peut le voir. Donc voilà, dans Perplexity, comment faire baisser le taux de cholestérol? Mon client est cité comme source. Dans ChatGPT, si je lui demande les meilleures marques
de compléments alimentaires contre le cholestérol après m'avoir mis en garde sur la prudence, etc. à avoir, je suis citée en premier. Et dans les AI Overview, si je mets mon VPN aux États-Unis pour voir un peu ce qui se passe, comment augmenter bon cholestérol, Valbiotis est également cité comme source à droite, là, en toute première source. Donc, un bon contenu avec un bon topic cluster va vous permettre effectivement d'avoir une meilleure visibilité dans les LLM. Ton micro aussi. Merci. L'idée, c'est effectivement de produire des... Il fallait bien que ça m'arrive. L'idée, c'est de produire des contenus qui mettent l'utilisateur donc vraiment au centre de notre intérêt. Produire des contenus intéressants, essayer de répondre en fait à toutes leurs questions et surtout dans la forme qu'ils attendent, si je comprends bien. Et alors, comment on fait pour se renouveler régulièrement? Parce que tu as dit qu'il fallait effectivement se mettre à jour très souvent. Donc, comment on fait pour se renouveler et dans l'idéal pour avoir un temps d'avance sur les autres? Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, ces contenus-là, au bout d'un moment, sur un thématique comme le cholestérol, vous n'allez pas inventer, quelque chose quoi, pour être innovant. Donc, il faut essayer d'anticiper et de devenir la tendance. Google a conceptualisé quelque chose qu'il appelle l'information gain score, qui n'est pas du tout un score d'ailleurs, mais peu importe. C'est un concept qui dit qu'il va favoriser, pour un corpus de données, le contenu qui va donner une information unique par rapport aux autres. Et c'est ce que vous devez rechercher. Sauf qu'effectivement, au bout d'un moment, sur un sujet, comme je disais, vous n'allez rien inventer. Et souvent, l'élément différenciant, c'est tout simplement votre avis. Et les marques, elles l'oublient trop souvent. En fait, en tant que marque, en tant qu'expert sur votre secteur d'activité, ce qui va faire votre différence, ça va être votre parti pris. Et ça, c'est du bon sens, mais c'est aussi ce que recherche Google, puisque souvent, quand on parle de Google, on pense crawlers, robots, etc. Mais Google, il a employé des gens comme vous et moi, hein, qu'il appelle les Search Quality Writers. Il leur a donné des guidelines et ces gens vont évaluer la qualité de vos contenus à la mano. Et donc, dans ces guidelines, il y a notamment cet extrait qui dit un contenu utile, c'est un contenu qui partage une expérience personnelle, un ressenti, une opinion ou un point de vue sur un sujet. Et c'est vraiment ce que vous devez essayer de faire. Et c'est ce qu'on appelle du coup la stratégie de thought leadership, où vous devez devenir leader d'opinion. Et pour ça, il faut forcément vous positionner sur des sujets d'actualité. Et donc là, il faut anticiper les tendances et aller au-delà des marronniers. Et pour ça, nous, on a mis en place donc une veille active qu'on propose à nos clients, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement regarder ce qui se passe dans les moteurs de recherche, parce qu'on sait que rien ne se passe sur les moteurs de recherche en termes de tendances. Les tendances, elles se font sur les canaux de communication et sur les plateformes de divertissement, la télé, la radio, les réseaux sociaux, Twitch, peu importe. Donc, on fait une veille globale et on identifie en amont des sujets qui peuvent être intéressants. Exemple ici, avec un client qui est dans la santé et qui travaille notamment sur tout ce qui est santé mentale, burn-out, on a identifié que 2 semaines plus tard, il y allait avoir une enquête de santé, notamment quand le travail rend malade, qui allait être diffusée en prime time. Donc, on a dit à notre client, on va relayer cette actualité et on va en profiter pour faire un dossier thématique à fond sur ce sujet-là, pour que quand il y a un pic de recherche lié à cette diffusion d'enquête, vous soyez positionné et on vous trouve. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec nos clients. Et on l'a fait pareil qu'un client, pour terminer, avec Culligan. Culligan, je ne sais pas si vous connaissez, c'est donc un acteur qui est spécialisé sur le traitement de l'eau. Il fait tout ce qui est adoucisseur d'eau, osmoseur, etc. Et on a identifié le sujet des PFAS. Les PFAS, c'est des substances toxiques qui sont dans l'eau. On a dit à notre client, là, il va falloir communiquer dessus. Notre client a fait une étude pour prouver que ces solutions éliminent bien les PFAS. On a fait différents formats de contenu. Et donc, qui se sont positionnés rapidement dans Google, certes, mais au-delà de ça, qui se sont positionnés, on le voit tout de suite là, sur finalement dans les LLM. On le voit en bas sur Perplexity, comment éliminer les PFAS de l'eau, on est là. Pareil dans les AI Overview, c'est comme sur Valbiotis. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on va dans Google Trends, donc Google Trends, vous y avez tous accès, vous pouvez tous regarder pour analyser la notoriété de votre marque. Si je regarde la tendance de recherche sur la requête PFAS-eau, on voit un premier pic qui est celui qu'on a identifié nous de notre côté. La petite fusée rose, c'est quand on a enfin pu communiquer dessus et qu'on a convaincu notre client de communiquer dessus. Et ensuite, les autres pics PFAS-eau, on voit par ricochet un pic sur la recherche Culligan. Donc finalement, les utilisateurs, à force de les informer dessus et de s'être emparés de ce sujet-là, ont associé les deux. Et quand ils se renseignent sur les PFAS-eau, ils vont se renseigner aussi ensuite sur les solutions de Culligan. Donc voilà, comment on a travaillé cet objectif top of mind finalement. Super, merci Léa. Si on doit retenir aujourd'hui 3 axes prioritaires de travail pour asseoir sa position sur les moteurs de recherche et s'adapter
aux nouveaux modes de recherche. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Oui, les trois règles d'or, on va dire, dans un premier temps, c'est travailler vos mentions de marque, donc travailler tout ce qui va être RP digital, l'intégration de votre marque dans les classements, comme on a dit, et surtout faire un travail, ça on le fait pour vous, mais vous pouvez aussi le faire, hein, mais ça prend du temps, c'est sur plein de prompts spécifiques à votre secteur d'activité, venir voir quels sont les médias qui remontent comme source et aller cibler ces médias-là pour communiquer, pour publier des publis rédactionnels, etc. Ensuite, travailler vos mots-clés LSI, donc avec cette logique topic cluster, et donc raisonner en termes d'intention et non pas en termes de mots-clés, et même au-delà d'intention, je dirais même de perception, parce qu'il faut aller encore plus loin sur la perception de la marque par rapport à une thématique ou à un produit, et ne pas négliger le maillage interne, sans quoi toute cette étape-là ne sert à rien. Et la troisième, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est anticiper les tendances, c'est prendre la parole sur vos tendances et les nouveautés de votre secteur, assumer un parti pris et vous positionner avec un angle ultra différenciant. Et puis surtout, penser stratégie COP. Donc COP, c'est pour Create Once, Publish Everywhere. C'est qu'à chaque fois que vous faites vous communiquez sur votre site, il faut en faire une opportunité de communication sur vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur votre newsletter, etc. pour avoir une stratégie vraiment global search. Et voilà pour moi. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'on a des questions? Oui, merci Léa. C'était vraiment très instructif. Donc, on va prendre des questions. Alors, j'ai une première question. Quelle est la place pour les petits sites dans cet écosystème devenu de plus en plus complexe et pas à la portée des PME de petite taille? Oui, c'est une très très bonne question. Effectivement, les petits sites, c'est compliqué pour eux en ce moment parce que c'est comme l'exemple que je montrais sur Leroy Merlin, hein, c'est-à-dire que Leroy Merlin, il y a plein d'autres petites boîtes, petites entreprises qui sont 10 fois plus experts sur le bricolage, mais ils n'ont pas la notoriété, ils n'ont pas l'historique de Leroy Merlin, donc ils ne sont pas mis en avant. Mais on peut tout de même s'imposer sur le marché. Je vous parlais de Valbiotis. Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissez pas. C'est un site qui est une marque qui est relativement nouvelle avec des produits qui sont nouveaux et on a réussi à s'imposer tout de même en travaillant du coup la crédibilité de la marque. On était quand même sur un secteur d'activité particulier. Sur d'autres, ça demande quand même une stratégie long terme. Ceci étant dit, je précise quand même qu'on parle de petits sites, etc. Les gros sites médias rencontrent aussi des difficultés actuellement. Donc en fait, personne n'est épargné par la baisse d'audience, on va dire. Ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. C'est-à-dire que le trafic va plus être la clé. En fait, vous pouvez plus reposer sur le KPI des clics. En fait, on peut plus fonctionner au clic. Maintenant, on fonctionne vraiment finalement à l'image de marque, à la perception et à la préférence de marque surtout. Ok, merci Léa. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'on a pris du retard sur le timing. Est-ce la fin annoncée du SEO technique, sitemap, balises, vitesse de chargement, etc.? Alors, non. Pour moi, non. C'est juste que ça a changé. C'est que ça va être de la maintenance. C'est-à-dire une fois que vous avez fait ça et que ça fonctionne, il faudra faire tout le reste. Ça, il n'y aura plus que de la maintenance. Ça compte, mais beaucoup moins qu'avant, parce que je l'ai expliqué précédemment. Mais du coup, je pense que les agences SEO, etc., vont proposer à l'avenir vraiment une pocket. On met à plat votre site sur la technique et ensuite, il faut aller plus loin. On ne pourra plus faire du run technique comme on le fait actuellement. C'est pas la fin, mais juste il faut aller beaucoup plus loin. Avoir un site juste très propre techniquement ne suffit plus. Mais ça fait un moment que ça suffit plus en même temps. Ok, super. Merci beaucoup Léa. Il est 9h45. Il va être temps de nous dire au revoir. Alors Léa, je te dis encore merci parce que je sais que tu n'étais pas en plus dans les meilleures conditions ce matin pour intervenir. Donc merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux locaux. Ils feront le nécessaire pour que vous ayez des réponses. Et puis si vous voulez organiser un rendez-vous avec Léa ou les équipes de Cybercité,
l'université, ils seront également là pour s'en charger. Alors, n'oubliez pas que 86% des décisions d'achat sont débattues au domicile et qu'un parcours d'achat client n'est jamais monocanal. Et c'est pour ça qu'à la BU Solutions Marketing du groupe La Poste, on a créé la marque INH pour Inside Home. INH, c'est un bouquet de solutions de communication physique et aussi digitale, mais aussi des études pour vous permettre d'arbitrer vos plans de communication avec toutes les cartes en main. Alors, un grand merci à vous de vous être connectés. Un grand merci encore à Léa, merci à Florent, Emmanuel, au pôle régional de communication du Sud-Ouest pour la régie. Sans eux, voilà, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Le replay de ce webinaire sera disponible très prochainement. Encore merci à vous. Je vous souhaite une très agréable journée.